J'ai trouvé des photos de moi qui dorment dans l'appartement du dessus, et cette découverte a bouleversé ma vie pour toujours. Cette première photo, glissée sous ma porte un matin d'octobre, m'a plongé dans un cauchemar dont je ne sors toujours pas. Les mains tremblantes, j'ai contemplé cette image de moi endormi dans mon propre lit, prise sous un angle impossible, à moins d'être à l'intérieur de ma chambre. Au dos, une écriture soignée indiquait la date et l'heure précise. Quelqu'un avait violé mon intimité la plus sacrée. Mon appartement se trouve au 3e étage d'un immeuble haussmannien, typique du 15e arrondissement parisien. Hérité de ma grand-mère après sa mort, ce petit 2 pièces aux moulures fatiguées et au parquet grinçant constituait mon refuge depuis 3 ans. Les voisins respectent cette discrétion bourgeoise si caractéristique de Paris, où l'on peut vivre des décennies porte à porte sans jamais échanger plus qu'un bonjour poli. Cette anonymité urbaine que j'appréciais tant allait bientôt se transformer en piège mortel. L'immeuble respire l'histoire de la fin du 19e siècle, avec ses 6 étages aux façades de pierre blanche, ses balcons en fer forgé et ses fenêtres hautes encadrées de moulures sculptées. L'escalier principal serpente autour d'une cage aux rampes de bois verni, éclairée par des verrières poussiéreuses qui filtrent une lumière blafarde. Les marches de marbre usées portent les traces de milliers de passages, creusés par les générations de locataires qui ont gravi ces degrés. Chaque étage possède sa propre personnalité sonore. Le 2e craque sous les pas de Madame Beaumont. Le 4e résonne du silence éternel depuis la mort de Monsieur Carpentier. Ce silence du 4e étage, justement, voilà ce qui aurait dû m'alerter plus tôt. Depuis le décès de Monsieur Carpentier, en juillet dernier, cet étage était censé demeurer vide, scellé par le syndic en attendant que les héritiers se mettent d'accord sur la succession. Un cadenas brillant fermait la porte principale, et Madame Moreau, notre concierge, aux yeux de fouine, nous avait formellement assuré que personne n'y avait accès. Pourtant, dès la fin de l'été, j'avais commencé à percevoir des bruits nocturnes au-dessus de ma chambre. Ces bruits étaient devenus ma hantise quotidienne. Chaque soir, vers 23 heures, j'entendais des pas réguliers, méthodiques, comme quelqu'un qui arpentait inlassablement la même trajectoire. Parfois Touchedé, le parquet du dessus, gémissait avec cette plainte particulière que je connaissais si bien, celle de la lame près de la fenêtre côté cour. Monsieur Carpentier avait toujours promis de la faire réparer sans jamais s'y résoudre. Ces grincements familiers dans un appartement supposé vide me glaçaient d'effroi, mais j'avais fini par me convaincre qu'il s'agissait de dilatation naturelle ou de bruit transmis par la vétusté de l'immeuble. La vérité était infiniment plus terrifiante. Quelqu'un vivait effectivement là-haut, quelqu'un qui m'observait, m'étudiait, documentait mes moindres gestes avec la patience maniaque d'un entomologiste. Cette personne avait transformé l'appartement de Monsieur Carpentier en poste d'observation et moi en cobaye d'une expérience dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Les photos sous ma porte n'étaient que la partie émergée d'un iceberg de voyeurisme obsessionnel. L'appartement de Monsieur Carpentier était situé exactement au-dessus du mien, dans une configuration architecturale parfaite pour la surveillance. Nos fenêtres donnaient sur la même cour intérieure,
Nos pièces se superposaient avec une précision géométrique troublante. Sa chambre surplombait la mienne, son salon dominait le mien, et ses toilettes se trouvaient pile au-dessus des miennes. Cette proximité verticale, que je n'avais jamais questionnée, devenait soudain une source d'angoisse permanente. Chaque geste que j'accomplissais chez moi pouvait être observé, analysé, photographié par celui qui se terrait un étage plus haut. La première photo était d'une qualité professionnelle remarquable. Développée sur papier argentique, elle révélait un grain fin et des contrastes parfaitement maîtrisés. L'angle de prise de vue était calculé avec une précision chirurgicale, montrant mon visage endormi sous la meilleure lumière possible. Cette technique ne s'improvisait pas. Elle trahissait une expertise photographique confirmée et un matériel haut de gamme. Mon voyeur n'était pas un amateur équipé d'un téléphone portable, mais un professionnel aguerri disposant d'appareils argentiques perfectionnés et d'une chambre noire pour développer ses clichés. Au dos de la photo, l'écriture manuscrite était d'une régularité troublante. Chaque lettre, formée avec soin, chaque mot parfaitement lisible, comme si cette personne avait voulu laisser une signature esthétique autant qu'informative. Cette calligraphie appliquée contrastait violemment avec l'acte ignoble qu'elle documentait, créant un décalage entre la beauté du geste d'écriture et l'horreur de l'intrusion qu'il certifiait. Cette contradiction me paraissait presque plus effrayante que la photo elle-même, révélant chez mon harceleur une forme de perversité raffinée. J'avais immédiatement inspecté toutes les fermetures de mon appartement après cette découverte. Porte d'entrée blindée avec 3 verrous, fenêtres équipées de crémones robustes, porte-fenêtre du balcon sécurisée par une barre de seuil, anti-effraction. Aucune trace d'intrusion visible, aucune rayure sur les serrures, aucun désordre dans mes affaires. Cette absence de preuve d'effraction était peut-être le plus déstabilisant. Comment expliquer qu'une photo prise de l'intérieur de ma chambre ait pu exister sans que personne n'y soit jamais entré? La réponse était aussi simple qu'épouvantable. Personne n'avait eu besoin d'entrer chez moi. L'observation se faisait depuis l'appartement du dessus, à travers un dispositif de surveillance que je ne soupçonnais pas encore. Mon harceleur avait aménagé un poste d'observation sophistiqué directement au-dessus de ma tête, transformant le plancher de M. Carpentier en plafond de verre pour mes activités les plus intimes. Cette révélation allait bientôt s'imposer à moi, avec une brutalité qui hantera mes nuits pour le restant de mes jours. Les jours suivants, mon comportement s'est radicalement modifié. Chaque bruit dans l'immeuble déclenchait des montées d'adrénaline incontrôlables. Le claquement d'une porte, le grincement de l'ascenseur, les pas dans l'escalier prenaient des proportions dramatiques dans mon esprit survolté. Je passais des heures à scruter le plafond de ma chambre, tentant de détecter le moindre mouvement, la moindre vibration qui trahirait une présence au-dessus. Cette hypervigilance m'épuisait physiquement et mentalement, transformant mon refuge en terrain de guerre psychologique. Ma routine quotidienne est devenue un exercice de paranoïa organisé. Avant de me coucher, je vérifiais systématiquement chaque verrou, chaque crémone, chaque point d'accès possible. J'avais installé une chaise contre la porte d'entrée et des verres en équilibre sur les poignées, susceptibles d'être actionnés de l'extérieur. Ces précautions dérisoires me donnaient l'illusion d'un contrôle
sur une situation qui m'échappait complètement. Elle ne servait qu'à retarder l'angoisse, pas à l'éliminer. Le sommeil était devenu mon ennemi. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image de cette première photo ressurgeait avec une netteté hallucinatoire. Me savoir photographié dans mes moments de plus grande vulnérabilité transformait l'acte de dormir en exhibition forcée. Je me tournais et retournais dans mon lit, consciente qu'à quelques centimètres au-dessus de ma tête, séparée par une simple épaisseur de plâtre et de plancher, des yeux malveillants pouvaient épier chacun de mes mouvements. Cette promiscuité verticale avec l'invisible me rendait folle. La deuxième photo est arrivée 4 jours plus tard, glissée dans ma boîte aux lettres, entre les factures et la publicité. Même format, même qualité professionnelle, mais cette fois, elle me montrait sous la douche. L'angle de prise révélait que le cliché avait été pris depuis le plafond de ma salle de bain, à travers un orifice que je n'avais jamais remarqué. Cette nouvelle violation de mon intimité m'a littéralement coupé le souffle. Mes jambes ont fléchi et j'ai dû m'appuyer contre les boîtes aux lettres pour ne pas m'effondrer dans le hall de l'immeuble. Cette seconde image était accompagnée de la même écriture méticuleuse, indiquant avec précision la date et l'heure de la prise de vue. Ces détails temporels transformaient chaque photo en pièce à conviction d'un crime en cours, en élément d'un dossier que quelqu'un constituait méthodiquement sur ma vie privée. Cette documentation obsessionnelle révélait une méthode dans la folie, une organisation dans le chaos de l'intrusion. Mon harceleur ne procédait pas au hasard. Il suivait un plan précis dont j'ignorais encore l'objectif final. L'humiliation s'ajoutait à la peur. Être photographié nu sous sa douche constituait une agression sexuelle par procuration, une appropriation non consentie de mon corps et de mon intimité. Cette violation me salissait, m'exposait contre ma volonté au regard lubrique d'un inconnu. Je me sentais souillé, comme si ses yeux invisibles avaient laissé des traces physiques sur ma peau. Chaque douche future allait devenir un supplice de la conscience. Chaque geste d'hygiène personnelle, une performance forcée devant un public d'un seul spectateur pervers. La progression entre les 2 photos révélait une escalade dans l'audace et l'intimité des clichés. De l'image relativement chaste d'une femme endormie, mon voyeur était passé à la nudité intégrale sous la douche. Cette évolution suggérait que d'autres photos plus compromettantes encore allaient suivre, dans une logique de surenchère pornographique. Cette perspective m'emplissait d'une angoisse anticipatoire qui empoisonnait chaque instant de ma vie quotidienne. J'ai passé le week-end suivant à inspecter minutieusement chaque centimètre carré de mes plafonds. Armé d'une lampe de poche et d'une chaise, j'ai scruté tous les recoins, toutes les moulures, tous les joints susceptibles de dissimuler un orifice d'observation. Cette fouille méthodique m'a permis de découvrir ce que je redoutais de trouver. Dans ma chambre, près de la fenêtre, une lame de parquet légèrement disjointe masquait un trou de surveillance parfaitement circulaire. Le trou était percé avec une précision d'horloger, son diamètre correspondant exactement à l'objectif d'un téléobjectif photographique. Les bords étaient poncés pour éviter les échardes, et la cavité était légèrement évasée vers le haut pour optimiser l'angle de vision. Cette perfection technique révélait que l'installation n'était pas improvisée, mais soigneusement planifiée
et réalisé par quelqu'un maîtrisant les techniques de surveillance. Mon harceleur n'était pas seulement photographe, il était aussi bricoleur et espion. En soulevant délicatement la lame de parquet, j'ai pu constater que le trou traversait entièrement l'épaisseur du plancher pour déboucher dans l'appartement du dessus. Un faisceau de lumière filtrait depuis la pièce de M. Carpentier, confirmant que quelqu'un se trouvait bel et bien là-haut, malgré les scellés officiels. Cette découverte transformait mes soupçons en certitude et mon angoisse en terreur pure. Je n'étais plus face à des suppositions, mais à des preuves matérielles d'une surveillance organisée. J'ai remis la lame de parquet en place en prenant garde de ne pas modifier son aspect extérieur. Il fallait que mon harceleur ignore que j'avais découvert son système, du moins temporairement. Cette dissimulation me donnait un avantage tactique, minime, mais précieux. Je savais désormais qu'il m'observait, mais lui ignorait que je le savais. Ce maigre secret était ma seule arme dans un rapport de force totalement déséquilibré. La nuit suivante, j'ai tenté ma première contre-surveillance. Allongé dans mon lit, feignant de dormir, j'ai guetté le moindre bruit, le moindre mouvement au-dessus de ma tête. Vers 1h du matin, j'ai perçu des déplacements feutrés dans l'appartement de M. Carpentier. Des pas étouffés, comme si quelqu'un marchait en chaussons ou pieds nus pour éviter de faire craquer le parquet. Ces précautions confirment que mon observateur savait parfaitement qu'il était en situation illégale et prenait toutes les mesures pour éviter d'être repéré. Puis j'ai entendu un son que je n'oublierai jamais. Le déclic étouffé d'un obturateur photographique. Un son ténu, presque imperceptible, mais que mon ouïe aiguisée par l'angoisse a immédiatement identifié. À cet instant précis, je savais qu'une nouvelle photo de moi était en train d'être prise, qu'un nouvel élément allait s'ajouter à la collection morbide de mon harceleur. Cette conscience, en temps réel de la violation, me donnait envie de vomir. J'ai résisté à l'impulsion de me lever, de crier, de donner des coups contre le plafond. Mon instinct de survie me dictait de ne pas révéler que j'avais découvert le poteau rose. Tant que mon voyeur me croyait inconsciente de sa surveillance, je conservais une marge de manœuvre pour organiser ma défense. Une fois qu'il saurait que je savais, la situation risquait de dégénérer vers des violences plus directes. Le lendemain matin, aucune photo ne m'attendait sous la porte. Cette absence était presque plus angoissante que les précédentes découvertes. Elle signifiait que mon harceleur variait ses méthodes de remise, qu'il ne suivait pas un protocole rigide. Cette imprévisibilité rendait impossible toute anticipation de ses actions. Je ne savais plus quand, ni comment la prochaine agression photographique allait se manifester. J'ai profité de cette journée pour mener ma propre enquête dans l'immeuble. En questionnant discrètement les autres locataires, j'espérais recueillir des informations sur d'éventuelles allées et venues suspectes dans l'appartement de M. Carpentier. Ces conversations de palier, menées avec la prudence d'un interrogatoire policier déguisé en bavardage de voisinage, m'ont appris des éléments troublants sur la famille du défunt. Madame Beaumont, du 2e étage, une retraitée aux aguets perpétuels, m'a confirmé avoir remarqué des bruits nocturnes au 4e, mais elle les attribuait aux vérifications du syndic, sans se poser de questions plus précises. Son témoignage involontaire confirmait que l'appartement
était effectivement occupé de manière intermittente et clandestine. Cette occupation fantôme expliquait pourquoi les bruits n'avaient jamais éveillé les soupçons des autres résidents. Monsieur Dulac, veuf aigri du premier étage, m'a mentionné avoir aperçu occasionnellement de la lumière filtrée sous la porte de Carpentier. Là encore, il avait supposé qu'il s'agissait d'interventions officielles liées à la succession. Cette explication rationnelle avait endormi sa méfiance, permettant à mon harceleur de s'installer durablement sans éveiller l'attention. La naïveté collective des résidents servait de couverture parfaite à cette intrusion prolongée. C'est en discutant avec Madame Moreau, notre concierge, que j'ai commencé à identifier mon persécuteur. En évoquant subtilement la question des héritiers de Monsieur Carpentier, j'ai appris l'existence de Thomas, son neveu photographe. Cette profession était la première coïncidence troublante. Qui d'autre qu'un photographe professionnel pouvait réaliser des clichés d'une telle qualité technique? Cette piste s'imposait avec une évidence effrayante. Thomas était un homme d'une trentaine d'années, spécialisé dans la photographie urbaine et les reportages de rue. Selon Madame Moreau, il entretenait des rapports privilégiés avec son oncle et passait régulièrement du temps dans l'appartement du 4e. Cette familiarité avec les lieux lui donnait une connaissance intime de l'immeuble et de ses recoins. Il connaissait chaque grincement, chaque passage, chaque possibilité de déplacement discret. Plus inquiétant encore, Thomas avait conservé un double des clés après la mort de son oncle, officiellement pour faciliter les démarches de succession. Mais cette explication dissimulait en réalité un accès permanent et légal à l'appartement. Aucun verrou ni cadenas ne pouvait l'empêcher d'entrer quand bon lui semblait. Cette facilité d'accès transformait l'appartement scellé en base arrière parfaite pour ses activités de surveillance. La personnalité de Thomas, telle que la décrivaient les voisins qui l'avaient croisé, cadrait parfaitement avec le profil psychologique de mon harceleur. Homme discret, presque invisible, il se fondait dans le décor urbain avec l'habileté d'un caméléon. Cette capacité à passer inaperçue était un atout professionnel pour un photographe de rue, mais elle devenait terrifiante, appliquée à la surveillance clandestine. Thomas pouvait m'observer, me suivre, me traquer, sans que personne ne remarque sa présence. Le troisième cliché est arrivé le mercredi suivant, et il a définitivement confirmé l'identité de mon persécuteur. Cette photo, plus ancienne que les précédentes, d'après son aspect légèrement jauni, me montrait en train de lire dans mon salon. Ce qui m'a glacé d'effroi, c'est que je portais une robe que je n'avais pas mise depuis le mois de juin. Cette photo datait donc d'au moins 4 mois, révélant que la surveillance avait commencé bien avant les premiers envois. Au dos de cette photo, l'écriture indiquait effectivement une date de juin, confirmant mes craintes les plus folles. Thomas m'observait depuis le printemps, documentant ma vie quotidienne avec la patience d'un chercheur menant une expérience scientifique. Cette durée transformait quelques intrusions ponctuelles en véritable espionnage domestique. J'étais devenu l'objet d'études, inconscient d'un voyeur méthodique. Cette antériorité révélait aussi que Thomas avait planifié son installation dans l'appartement de son oncle, bien avant le décès de ce dernier.
Peut-être même avait-il accéléré la mort du vieil homme pour prendre possession des lieux plus rapidement. Cette hypothèse morbide m'a traversé l'esprit avec une violence qui m'a donné la nausée. Mon harceleur était-il également un assassin? La qualité constante des photos témoignait d'une installation technique sophistiquée dans l'appartement du dessus. Thomas n'improvisait pas ses clichés avec un appareil de fortune. Il avait aménagé un véritable studio de surveillance équipé d'objectifs professionnels, de trépieds stables et probablement d'un système d'éclairage discret. Cette infrastructure révélait une préméditation et un investissement financier considérable dans son projet de documentation voyeuriste. J'ai alors compris que les photos reçues ne représentaient qu'une infime partie de la collection constituée par Thomas. S'il me faisait parvenir 3 clichés en quelques semaines, combien en avait-il développé au total? Combien d'heures d'observation? Combien de moments intimes violés s'accumulaient dans ces dossiers secrets? Cette pensée me donnait le vertige et transformait chaque geste accompli chez moi en performance involontaire devant un public pervers. Le caractère sélectif des envois révélait aussi une stratégie psychologique élaborée. Thomas ne cherchait pas seulement à documenter ma vie privée, il voulait aussi me terroriser de manière progressive. L'espacement entre les photos, leur degré croissant d'intimité, leur accompagnement d'informations temporelles précises constituaient autant d'éléments d'une campagne de harcèlement parfaitement orchestrée. Mon bourreau était aussi un manipulateur. J'ai décidé de porter plainte malgré la faiblesse apparente de mon dossier. 3 photos anonymes et des soupçons sur l'identité de leur auteur ne constituaient pas des preuves accablantes aux yeux de la loi. Mais cette démarche officielle créait une trace écrite de mes accusations, un début de protection légale qui pourrait s'avérer crucial si la situation dégénérait. Au commissariat du 15e arrondissement, j'ai été reçu par un brigadier blasé qui a pris ma déposition avec un scepticisme à peine dissimulé. Les policiers ont néanmoins accepté de se rendre sur place pour constater les faits. Leur inspection de l'appartement de M. Carpentier a révélé exactement ce que je redoutais et espérais à la fois. Un laboratoire photographique complet, installé dans la chambre, surplombant la mienne. Objectif, trépied, bac de révélateur, agrandisseur, tout l'équipement nécessaire à un photographe professionnel s'étalait dans cette pièce transformée en studio clandestin. Plus accablant encore, les enquêteurs ont découvert des centaines de photos de moi, soigneusement classées par date et par lieu. Chambre, salon, salle de bain, cuisine, balcon. Chaque espace de mon appartement avait fait l'objet d'une documentation exhaustive. Ces images couvraient tous les moments de ma vie domestique depuis le mois de mai, révélant une surveillance quasi permanente. Thomas avait constitué une véritable encyclopédie visuelle de mon existence privée. Le matériel saisi comprenait également des notes manuscrites détaillant mes habitudes et mes horaires. Thomas avait consigné l'heure de mon réveil, de mes repas, de mes douches, de mon coucher avec la précision d'un gardien de prison surveillant un détenu. Ces données comportementales transformaient sa documentation photographique en véritable fichage policier privé. J'étais devenu l'objet d'une surveillance digne des services secrets. Parmi les affaires personnelles de Thomas découvertes sur les lieux,
Un carnet révélait l'ampleur de ses fantasmes obsessionnels. Il y décrivait ses projets de rencontre avec moi, ses scénarios d'approche, ses rêves d'une relation amoureuse qu'il imaginait réciproque. Ses écrits délirants révélaient un décrochage total avec la réalité. Dans son esprit malade, des mois de voyeurisme non consenti équivalaient à une histoire d'amour partagée. L'arrestation de Thomas s'est déroulée sans résistance. Interpellé à son domicile personnel dans le 12e arrondissement, il a accueilli l'arrivée des policiers avec une résignation qui ressemblait presque à du soulagement. Comme si le poids de ses secrets devenait trop lourd à porter, comme s'il attendait inconsciemment que son double jeu prenne fin. Cette passivité face aux conséquences de ses actes témoignait d'une personnalité profondément perturbée. Lors de sa garde à vue, Thomas a reconnu les faits sans chercher à les nier ou à les minimiser. Au contraire, il a détaillé ses méthodes avec une fierté technique déplacée, expliquant comment il avait percé les trous d'observation, installé son matériel, optimisé ses prises de vue. Cette logorrhée professionnelle révélait qu'il considérait ses activités voyeuristes comme un travail artistique légitime, plutôt que comme des crimes caractérisés. Plus troublant encore, Thomas a affirmé avoir agi par amour pour moi. Dans son système de pensée dérangé, mes pieds constituaient une forme de protection bienveillante, une veille amoureuse destinée à assurer ma sécurité. Il prétendait vérifier chaque soir que je rentrais bien, s'assurer que personne de mal intentionné ne me suivait, documenter ma beauté naturelle pour la préserver du temps. Cette rationalisation délirante de ses crimes révélait une pathologie psychiatrique profonde. Le procès s'est déroulé 6 mois plus tard, devant le tribunal correctionnel. Thomas a été condamné à 3 ans de prison ferme pour violation de domicile, atteinte à la vie privée et harcèlement moral aggravé. Une ordonnance de protection m'interdisant tout contact direct ou indirect avec lui pendant 10 ans a également été prononcée. Cette sanction légale était satisfaisante sur le papier, mais elle ne pouvait pas effacer les mois de terreur que j'avais vécus, ni réparer les dégâts psychologiques causés par cette intrusion. L'expertise psychiatrique, ordonnée par le tribunal, a révélé chez Thomas un trouble de la personnalité avec traits obsessionnels et voyeuristes marqués. Les psychiatres ont diagnostiqué une distorsion grave du rapport à l'intimité et au consentement, ainsi qu'une incapacité pathologique à distinguer l'observation artistique de l'agression sexuelle. Cette analyse clinique donnait un nom savant à l'horreur que j'avais vécue, sans pour autant l'expliquer ni l'excuser. Malgré la condamnation et l'incarcération de Thomas, mes nuits restent tentées par ces mois de surveillance. Chaque craquement de parquet, chaque bruit de pas dans l'escalier réveille instantanément mes réflexes d'hypervigilance. J'ai fait changer toutes les serrures de mon appartement, installé un système d'alarme perfectionné, obturé tous les orifices suspects découverts dans mes plafonds. Mais aucune sécurité technique ne peut effacer le sentiment d'avoir été dépossédé de mon intimité. Le plus difficile à accepter reste cette rétrospective douloureuse. Pendant des mois, chaque geste quotidien était observé et documenté à mon insu. Mes réveils difficiles, mes moments de détente, mes chagrins solitaires, mes joies privées avaient tous été captés, analysés,
archivé par un regard malveillant. Cette viole psychologique rétrospectif contamine encore aujourd'hui chacun de mes souvenirs de cette période. J'ai également découvert que Thomas avait constitué un dossier complet sur ma vie sociale et professionnelle. En me suivant discrètement dans mes déplacements, il avait identifié mes amis, mes collègues, mes lieux de sortie habituels. Cette extension de la surveillance, au-delà de mon domicile, révélait une obsession qui dépassait le simple voyeurisme pour confiner au stalking compulsif. Thomas ne s'était pas contenté d'observer ma vie privée. Il avait cartographié mon existence tout entière. Les photos saisies chez lui révélaient aussi ses techniques de prise de vue en extérieur. Téléobjectifs puissants, planques urbaines, déguisements discrets. Thomas maîtrisait tous les outils de la filature professionnelle. Cette compétence technique transformait ses obsessions en menaces crédibles. Il disposait des moyens de me retrouver n'importe où, de reprendre sa surveillance après sa libération, de reconstituer un réseau d'observation, même si je changeais de domicile. Certaines photos montraient des moments que j'avais complètement oubliés. Une conversation téléphonique sur mon balcon, une séance de jardinage dans ma cour, un repas pris devant ma fenêtre ouverte. Cette documentation de l'insignifiant révélait que Thomas accordait une valeur quasi religieuse à chacune de mes actions. Dans son esprit dérangé, mes gestes les plus banals devenaient dignes d'être immortalisés et conservés précieusement. L'analyse des métadonnées des photos numériques a permis aux enquêteurs de reconstituer la chronologie exacte de la surveillance. Plus de 1200 clichés s'échelonnaient sur une période de 8 mois, révélant une fréquence d'observation quasi quotidienne. Cette régularité maniaque témoignait d'une organisation de vie entièrement structurée autour de mon espionnage. Thomas avait fait de ma surveillance sa principale activité, son obsession centrale, sa raison d'être. Le plus glaçant dans cette découverte était la progression visible dans la qualité et l'audace des photos. Au fil des mois, Thomas avait perfectionné ses techniques, optimisé ses angles de vue, développé des stratégies pour capturer des moments toujours plus intimes. Cette courbe d'apprentissage révélait qu'il envisageait sa surveillance comme un métier qu'il affinait progressivement, une expertise qu'il développait avec patience et méthode. Parmi les notes manuscrites saisies chez Thomas, figuraient aussi des projets plus inquiétants encore. Il évoquait son désir d'installer des micros dans mon appartement pour capter mes conversations téléphoniques et mes monologues solitaires. Il envisageait également de pirater ma connexion Internet pour consulter mes emails et mes activités en ligne. Cette escalade technologique révélait une volonté d'intrusion totale dans ma vie privée. Plus sinistre encore, Thomas avait commencé à fantasmer sur des contacts physiques directs. Ses dernières notes évoquaient des scénarios d'entrée par effraction dans mon appartement, des projets de vol d'objets personnels, des rêves de confrontation amoureuse forcée. Cette évolution de l'observation passive vers l'action directe suggère que son arrestation a sans doute évité des violences plus graves. L'instruction a également révélé que Thomas avait tenté de se documenter sur ma vie sentimentale et sexuelle, en fouillant mes poubelles, en interrogeant discrètement certains commerçants du quartier, en analysant mes habitudes de sortie. Il cherchait à déterminer
si j'avais un compagnon susceptible de compromettre ses projets d'approche. Cette enquête parallèle sur ma vie intime révélait un niveau de préméditation effrayant. Certains témoignages de voisins recueillis lors de l'instruction ont révélé que Thomas les questionnait subtilement sur mon compte depuis plusieurs mois, prétextant des préoccupations familiales légitimes concernant la succession de son oncle. Il s'informait de mes habitudes, de mon caractère, de ma situation professionnelle. Cette collecte d'informations déguisées lui permettait de parfaire sa connaissance de sa cible sans éveiller les soupçons. L'expertise technique du matériel photographique saisi a révélé des détails troublants sur les méthodes de Thomas. Ces appareils étaient équipés de déclencheurs silencieux pour éviter tout bruit suspect, d'objectifs à très longue focale pour photographier depuis des distances importantes, de systèmes de stabilisation perfectionnés pour compenser les tremblements dus aux positions inconfortables. Cette sophistication technique témoignait d'un investissement financier et intellectuel considérable dans son projet criminel. Les analyses informatiques ont également mis au jour des recherches Internet inquiétantes dans l'historique de navigation de Thomas, tutoriels sur les techniques de surveillance, forums de discussion entre voyeurs, sites non spécialisés dans le matériel d'espionnage. Son activité en ligne révélait une volonté d'apprentissage et de perfectionnement dans les méthodes d'intrusion. Thomas ne se contentait pas d'improviser ses techniques, il les étudiait méthodiquement. Plusieurs psychiatres ont été consultés pour évaluer la dangerosité de Thomas après sa sortie de prison. Leurs conclusions convergent vers un pronostic préoccupant. Les obsessions voyeuristes de ce type évoluent rarement positivement, sans traitement spécialisé intensif. La probabilité de récidive reste élevée, particulièrement si Thomas parvient à reprendre contact avec sa cible initiale, c'est-à-dire moi. Cette perspective m'empêche de considérer sa condamnation comme une fin définitive de l'histoire. Les services pénitentiaires m'ont informé que Thomas suivait une thérapie en prison, mais que sa coopération avec les psychiatres restait limitée. Il continue à minimiser la gravité de ses actes et à rationaliser ses comportements comme des manifestations d'amour incomprises. Cette absence de remords authentiques et de prise de conscience de la dimension criminelle de ses actes fait craindre une récidive rapide après sa libération. J'ai pris la décision de déménager avant même la fin du procès. Rester dans cet appartement témoin de tant de violations était psychologiquement insupportable. Chaque pièce, chaque recoin portait désormais la trace invisible du regard de Thomas. Le plafond de ma chambre, malgré les réparations effectuées, continuait à me sembler transparent. Cette contamination symbolique des lieux rendait impossible tout retour à une vie normale dans ce cadre. Mon nouveau logement, dans le 19e arrondissement, a été choisi selon des critères de sécurité drastiques. Immeuble moderne, sans vis-à-vis, appartement en étage élevé, système de vidéosurveillance dans les parties communes, voisinage actif et vigilant. Ces précautions techniques ne suffisant pas à effacer complètement mon sentiment de vulnérabilité, mais elles créent un environnement plus rassurant pour tenter de reconstruire une vie normale. Mes habitudes quotidiennes ont été profondément modifiées par cette expérience traumatisante. Je vérifie compulsivement les fermetures de mon nouveau domicile,
inspecte régulièrement les plafonds à la recherche de traces d'intrusion, évite de me déshabiller près des fenêtres, même équipées de rideaux opaques. Cette hypervigilance permanente empoisonne ma vie quotidienne, mais constitue le prix à payer pour retrouver un semblant de sérénité. Professionnellement, j'ai demandé ma mutation vers un autre service pour éviter que Thomas puisse facilement me retrouver en consultant les annuaires professionnels ou en se renseignant auprès de mon ancienne équipe. Cette précaution implique de recommencer à zéro dans un environnement inconnu, de reconstruire des relations de travail, de renoncer à des années d'ancienneté et de reconnaissance professionnelle. Le coût personnel de cette surveillance criminelle dépasse largement les mois durant lesquels elle s'est exercée. Le suivi psychologique que j'ai entamé après la découverte des faits m'aide progressivement à reconstruire mon rapport à l'intimité et à la vie privée. Réapprendre à me sentir en sécurité chez moi, accepter de baisser ma garde, retrouver des gestes spontanés sans me demander qui pourrait m'observer, constituent autant d'objectifs thérapeutiques qui nécessitent du temps et de la patience. Les blessures psychologiques infligées par l'intrusion sont parfois plus longues à cicatriser que les traumatismes physiques. La peur de la récidive reste ma hantise principale. Thomas connaît maintenant mes réactions face à la surveillance, ma capacité de résistance, mes méthodes de défense. Cette connaissance de ma psychologie et de mes défenses lui donne un avantage tactique considérable s'il décide de reprendre ses activités voyeuristes après sa sortie de prison. Cette asymétrie de l'information transforme chaque période de liberté future de Thomas en épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tranquillité. Les avocats m'ont expliqué que l'ordonnance de protection prononcée contre Thomas n'était efficace qu'en cas de violation flagrante et prouvée. Si Thomas reprend discrètement sa surveillance en évitant les contacts directs et les envois de photos, il sera très difficile de prouver juridiquement la reprise de son harcèlement. Cette faiblesse du dispositif légal me place dans une situation de vulnérabilité permanente face à un harceleur qui a appris de ses erreurs passées. Certaines nuits, quand les bruits de la rue ou de l'immeuble réveillent mes réflexes d'alerte, je me demande si Thomas n'a pas déjà repris sa surveillance depuis sa cellule. Peut-être a-t-il organisé un réseau de complices, formé des imitateurs, transmis ces techniques à d'autres obsédés. Cette paranoïa, même rationnellement injustifiée, empoisonne mes moments de répit et maintient un niveau d'angoisse permanent qui épuise mes réserves nerveuses. L'impact sur ma vie sociale a été considérable. Expliquer à mes proches les raisons de mon déménagement précipité, de mes nouveaux réflexes sécuritaires, de mes angoisses apparemment disproportionnées, nécessite de révéler l'intimité de cette agression psychologique. Cette exposition, forcée de ma vulnérabilité, crée une seconde victimisation. Après avoir été observé contre mon gré par Thomas, je dois maintenant m'exposer volontairement à mes amis pour justifier mes comportements modifiés. Même mes relations amoureuses futures seront marquées par cette expérience. Comment expliquer à un compagnon potentiel mes vérifications compulsives, mes réticences à la nudité dans certains contextes, mes angoisses liées aux bruits nocturnes? Thomas a contaminé ma capacité à faire confiance, à m'abandonner,
à accepter le regard désirant d'un autre. Son voyeurisme criminel a dénaturé pour longtemps ma relation naturelle à l'intimité partagée. La médiatisation relative de l'affaire lors du procès a créé une notoriété malvenue qui complique mes tentatives d'oubli. Plusieurs articles de presse locale ont relaté les faits, révélant mon identité et mes coordonnées professionnelles. Cette exposition médiatique, même limitée, transforme chaque nouvelle rencontre en exercice d'explication potentielle. Certaines personnes me reconnaissent comme la femme aux photos, avec un mélange de compassion et de curiosité malsaine. Thomas m'a volé bien plus que mon intimité. Il m'a dépossédé de ma spontanéité, de ma confiance, de ma capacité à me sentir en sécurité dans un espace privé. Chaque geste naturel accompli chez moi porte désormais la trace de cette surveillance passée. Prendre une douche, me déshabiller, me détendre dans mon salon sont autant d'actions contaminées par le souvenir de son regard invisible. Cette pollution, symbolique de mes gestes les plus simples, constitue peut-être le dommage le plus durable de son agression. Les cauchemars récurrents qui perturbent mon sommeil mettent toujours en scène des variations sur le thème de l'observation clandestine. Parfois je découvre de nouveaux trous dans mes plafonds. Parfois je trouve Thomas caché dans mes placards. Parfois je réalise que mon nouvel appartement est également truffé de caméras. Ces scénarios oniriques révèlent l'ampleur du traumatisme psychologique et la difficulté à retrouver un sentiment de sécurité absolue. L'expertise psychologique réalisée sur ma demande a confirmé que je souffrais d'un syndrome de stress post-traumatique caractérisé, avec des symptômes d'hypervigilance, d'évitement et de reviviscence typiques des victimes d'agressions psychologiques prolongées. Ce diagnostic médical officialise les dégâts causés par Thomas et ouvre droit à une prise en charge thérapeutique spécialisée. Mais il ne peut pas effacer les mois de terreur vécus. La question qui me hante encore aujourd'hui est de savoir combien d'autres femmes vivent actuellement ce que j'ai vécu sans en avoir conscience. Combien de Thomas évoluent dans l'ombre de nos immeubles, documentent secrètement nos villes privées, constituent leur collection voyeuriste en toute impunité. Mon cas n'était remarquable que par la découverte fortuite des photos. Combien de surveillances similaires restent à jamais invisibles à leurs victimes? Cette réflexion me pousse à regarder différemment les immeubles anciens, leurs cloisons minces, leurs planchers perméables, leurs possibilités infinies de passages secrets et d'observations clandestines. L'architecture urbaine traditionnelle, avec ses vis-à-vis rapprochés et ses promiscuités verticales, offre 1000 opportunités aux voyeurs déterminés. Thomas n'a fait qu'exploiter intelligemment les failles de notre habitat collectif. Parfois, je me demande si Thomas continue à penser à moi dans sa cellule, s'il compte les jours avant sa libération en échafaudant de nouveaux plans de surveillance, s'il a conservé mentalement chaque détail de mes habitudes pour reprendre sa documentation là où elle s'était arrêtée. Cette persistance probable de son obsession transforme chaque jour qui passe en compte à rebours vers une menace future, incertaine mais probable. Le plus ironique dans cette histoire reste que Thomas était effectivement un photographe talentueux, capable de saisir la beauté et l'émotion
dans des clichés légitimes. Ses compétences artistiques auraient pu s'exprimer dans des projets créatifs respectueux de ses sujets, mais son obsession maladive a perverti son talent, transformant un don artistique en instrument de torture psychologique. Cet dévoiement du beau vers l'ignoble illustre la complexité troublante de son profil criminel. Les photos de moi qui dorment dans l'appartement du dessus ont révélé l'existence d'un prédateur domestique tapi dans l'ombre de mon quotidien. Mais elles ont aussi démontré ma capacité de résistance, ma détermination à me défendre, ma force pour reconstruire une vie après l'agression. Thomas pensait faire de moi sa proie passive. Il a réveillé une combattante qu'il n'attendait pas. Cette transformation de la victime en actrice de sa propre défense constitue peut-être la plus belle revanche sur ses projets de domination voyeuriste. Aujourd'hui encore, quand j'entends craquer un parquet au-dessus de ma tête, quand une ombre passe devant ma fenêtre, quand je découvre un objet déplacé chez moi, je repense à ces photos qui ont changé ma vie. Elles restent la preuve tangible qu'aucun espace privé n'est jamais totalement sûr, qu'aucune intimité n'est jamais parfaitement protégée. Cette conscience douloureuse de notre vulnérabilité universelle fait partie des enseignements durables de cette épreuve. Thomas m'a appris la peur, mais aussi la vigilance. Il m'a volé ma naïveté, mais il m'a donné ma lucidité sur les dangers qui nous entourent.